Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans notre belle ville de Reims et notre beau territoire grand rémois. Effectivement, on m'a demandé, avec mon regard d'urbaniste, mais pas d'urbaniste archéologue, mais d'urbaniste en aménagement, de vous parler du ZAN. Effectivement, l'idée, c'était de dédramatiser un peu les choses. Donc aujourd'hui, on parle de zanitude, potentiellement. La zanitude, c'est pas forcément un état de tranquillité pour les élus. Aujourd'hui, on va dire que globalement, les élus perdent un peu la boussole avec ces dispositifs du ZAN, du zéro artificialisation nette. Mais je pense qu'il faut garder la tête froide, bien que nous soyons dans un changement de paradigme. Mais en fait, lorsqu'on regarde précisément l'évolution de l'aménagement du territoire, on se rend compte que finalement, ce n'est qu'une transition, une mutation, et ce n'est pas un changement de modèle. C'est juste qu'à un moment donné, les territoires ont parfois fermé les yeux à cette nécessité d'évolution, et que la loi climat et résilience de 2021, alors certes votée en plein été au mois d'août, est venue un petit peu bousculer les choses en nous mettant au pied du mur cette fois-ci. Alors, je vais vous faire un petit teasing, parce que effectivement, souvent quand on parle ZAN, cela conduit à des frustrations, à des crispations. Je pense que il faut rester zen avec cette démarche. Et surtout, je pense qu'il faut voir le ZAN comme un défi, comme des défis et des opportunités, à la fois, bien sûr, pour les territoires, mais aussi pour les professionnels que vous êtes, puisque, effectivement, les évolutions de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme vont avoir des incidences sur vos pratiques. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un nouveau paradigme. C'est ce que l'on lit dans on va dire la presse spécialisée urbanistique. Pourquoi moi je parle plutôt de transition? Tout simplement parce que sur le fond, la sobriété foncière n'est pas une nouveauté. La sobriété foncière était jusqu'à aujourd'hui une obligation on va dire, de moyens. On devait aller vers la sobriété. Ce qui a changé avec la loi climat et résilience de 2021, c'est plutôt la forme, à mon sens. C'est-à-dire que non seulement on doit aller vers la sobriété, qui est une obligation de moyens, mais aujourd'hui on a une obligation de résultats quantitatifs. Et c'est le zéro qui aujourd'hui pose problème. Ce n'est pas la sobriété en tant que telle. Donc la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que souvent, ce ZAN est perçu la plupart du temps comme un tableur Excel, comme une calculette dans l'évolution des territoires. Or, sa philosophie n'est pas d'être que dans le quantitatif, mais bien d'être dans la sobriété et donc dans le qualitatif. Et c'est en ça où je pense qu'il y a un travail important à avoir, à la fois avec les techniciens qui travaillent avec le ZAN, à la fois avec les élus, mais aussi avec les professionnels, quels qu'ils soient, les aménageurs, mais aussi vous, au niveau de l'archéologie. Donc, je ne vais pas vous faire tout le descriptif, mais je tenais quand même à vous montrer, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, c'est pas forcément, c'est vraiment une évolution, une transition. C'est qu'en fait, pour être très factuel, la loi SRU, donc Solidarité Renouvellement Urbain de décembre 2000, elle a quand même déjà 24 ans, et que dans cette loi, on parlait déjà de sobriété. Mais si je vais plus loin, la loi de décentralisation de l'urbanisme du 7 janvier 1983, donc là on a 40 ans, parle déjà de sobriété foncière, et le terme, c'était pas sobriété foncière ni ZAN, c'était lutte contre l'étalement urbain. En gros, c'est quand même la même chose. Donc, on voit bien que ça fait 40 ans, ça a été réaffirmé il y a une vingtaine d'années. Ça s'est suivi par le couperet de la loi climat et résilience de 2021, alors qui s'explique aussi suite aux aspirations des populations. C'est quand même la convention climat qui a un peu donné le côté plus vert que vert de cette loi. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a une obligation d'intégrer la sobriété foncière dans nos différents documents. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail parce que vous allez voir des explications sur le SRADET, mais le schéma régional d'aménagement et développement durable et d'équité des territoires, qui est le schéma régional qui doit intégrer cette trajectoire ZAN,
les SRADET devraient être approuvés le 22 novembre 2024. Il en est de même dans les documents d'urbanisme que sont le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme. Alors nous avons la particularité, mais beaucoup de territoires le font, on fusionne à la fois le PLUI et le programme local de l'habitat. Donc c'est pour ça que vous voyez sur ce schéma l'acronyme PLUIH. Et cette obligation d'intégrer la trajectoire ZAN, c'est pour février 2028. Tout ça pour dire que la loi nous indique qu'entre 2021, qui est la date de la loi climat, et 2031, 10 ans après, il faut qu'on réduise nos consommations foncières de 50%. C'est là où on rentre dans le quantitatif et c'est là où ça commence à poser des questionnements. Surtout qu'il ne faut pas oublier que la plupart des documents d'urbanisme sont issus des années des 30 Glorieuses, que beaucoup, sur certains territoires, ont inscrit des zones à urbaniser phénoménales, qui n'ont jamais été urbanisées pendant plus de 30 ans, mais qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est d'accepter que comme il ne s'est rien fait, il ne se fera rien. Et ça, pour à la fois les collectivités, mais aussi les propriétaires, donc les habitants, les aménageurs et les professionnels que vous êtes, ça a forcément des incidences, puisque l'avènement des zones pavillonnaires, des zones commerciales à l'extérieur des métropoles et autres, va nécessairement évoluer. Je vous ai mis juste en dessous, pour ceux qui seraient fans de ZAN, le ministère a produit des fascicules qui sont bien faits, qui ne répondent pas forcément à toutes les questions parce que tout n'est pas super clair et que les lois changent tout le temps. Mais ça vous permettrait, si vous êtes intéressé, d'avoir plus de précision sur le ZAN. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est perçu comme une marche forcée par la plupart des territoires. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit 2021-2031, on divise par 2 les consommations foncières, et 2050, c'est 0 artificialisation nette. Donc là, on est sur un rythme, une temporalité qui certes est progressive, mais qui est perçue comme pouvant être difficile à intégrer sur les territoires. Sachant que, juste petit aparté, vous voyez que les dates ne correspondent pas tout à fait aux mandats locaux, et qu'entre chaque, on a des élections. Donc ce n'est pas non plus d'une grande simplicité à conjuguer projet politique et traduction dans les documents. Alors, sur l'artificialisation, je ne vais pas vous faire un cours théorique. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui change aujourd'hui, et c'est le petit schéma que vous avez à droite, c'est qu'on est passé d'un indicateur de consommation d'espace agricole, ce qu'on appelle les ENAF, espaces naturels, agricoles et forestiers, en 2D, c'est-à-dire la surface. Demain, le ZAN, on nous demande de passer en 3D, c'est-à-dire à la fois la surface, mais aussi ce qui se passe en dessous. Et ce qui se passe en dessous, ça vous intéresse forcément en archéologie, mais il y a aussi tout l'aspect fonctionnalité écologique et agronomique des sols, ce qui n'était pas quelque chose qui avait été intégré dans la loi en tant que tel. Et donc l'artificialisation, c'est quoi ? Ce que vous avez là, c'est la définition du code de l'urbanisme. L'artificialisation, c'est l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, mais aussi son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Pourquoi j'insiste sur le « mais aussi » ? C'est qu'aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas d'opposer écologie et agriculture, comme on pouvait l'entendre parfois. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir une dimension qui est à la fois écologique et agricole, et les deux contribuent au zéro artificialisation nette. Donc, ce qui peut expliquer certaines positions qui sont prises. Et la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que pendant plus de 50 ans, si on prend la loi LOLF de 1967, on était sur la 2D, et aujourd'hui, il faut passer en 3D. Donc ça, effectivement, ça change la focale sur laquelle on travaille. Et c'est aussi très clairement le potentiel agronomique. Aujourd'hui, les territoires ne savent... Alors, chez nous, un potentiel agronomique sur le champagne, on arrive quand même plus ou moins à repérer ce que ça peut donner. Sur le céréalier et le betteravier également. Mais par exemple, sur l'agronomique ici, on parle de l'alimentaire, d'être autonome
en maraîchage et autres. Sur nos territoires, par exemple, Grand Rémois, ce n'est pas du tout un sujet, puisque nous, on est essentiellement céréaliers, betteraviers et vignes. Donc, on voit bien qu'on ne répond pas à cette problématique d'alimentation du territoire. Alors, je vous ai parlé de l'artificialisation. Maintenant, je vous parle de la deuxième notion qui apparaît, c'est la renaturation. Alors, la renaturation, c'est quoi? C'est pareil, hein, c'est la définition du code. La renaturation d'un sol ou la désartificialisation consiste en des actions qui restaurent ou améliorent la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. Pour faire simple, au départ, certains pouvaient penser que, par exemple, une prairie suffisait de planter des arbres, parce que pour beaucoup, la nature, c'est un arbre. Ce n'est pas tout à fait écologiquement et en termes de fonctionnalité la réalité, mais beaucoup pouvaient penser qu'une prairie, il suffit de planter des arbres, on a renaturé. Non, non, le code est clair. Vous avez un sol qui est artificialisé, par exemple une cour d'école. Vous décidez de la renaturer, donc vous changez son affectation, vous y plantez des arbres, vous faites des aménagements paysagers ou autres. Là, oui, c'est de la renaturation. Remettre de la nature dans la nature, ça ne renature pas. Et ça aussi, c'est une perception parfois qui peut paraître erronée. Et aujourd'hui, il faut faire attention à cette notion de renaturation, parce qu'autant dans des projets immobiliers ou d'aménagement, on sait chiffrer ce qu'apporte un mètre carré de surface de plancher en plus, mais ce qu'apporte à la qualité d'une ville le fait d'y mettre des espaces verts, des végétalisations et autres, ça c'est aujourd'hui dans les bilans financiers de nos aménageurs, c'est pas une habitude, parce que c'est moins transposable en valeur. Quand je dis en valeur, c'est-à-dire en euros, pour être simple, en valeur pour les populations. Alors, que nous dit la loi? La loi, elle ne nous dit pas il faut tout arrêter, et c'est ça où je pense que le message parfois est brouillé. C'est pas stop au développement. C'est stop au développement anarchique, enfin, en extension, pas anarchique, parce qu'il était quand même organisé. En extension, c'est de dire, aujourd'hui, il faut qu'on soit sur l'artificialisation nette. C'est quoi l'artificialisation nette? C'est tout simplement un solde. Vous avez ce que vous renaturez, ce que vous avez artificialisé plus ce que vous avez renaturé, vous faites le solde de ça, et en fait, l'artificialisation nette, moi pour l'instant, j'en suis pas encore au zéro, hein. J'en suis qu'au net. Le net, c'est un équilibre à trouver entre l'artificialisation et la renaturation. Donc, demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'aménagement, on privilégie les friches, les dents creuses, les espaces délaissés. Donc, ça veut dire qu'en termes d'archéologie, c'est plus tout à fait non plus le même travail. Travailler en site et sol pollué, c'est pas aussi simple. On le verra tout à l'heure, que ce soit en termes financiers, en termes organisationnels, en termes sanitaires, par exemple, ou en termes de méthodologie, que de travailler sur un sol en extension, en zone agricole. Sans oublier quand même que dans les sites pollués, on ne regarde jamais la pollution liée, par exemple, aux pesticides de l'activité agricole. Voilà. Ah, pardon, je ne parle pas assez fort. Ok. Donc, là, ce qu'il faut regarder, c'est que, vous savez qu'en France, on aime bien les bonus-malus. Hein. C'est qu'effectivement, il faut voir l'artificialisation comme ce qui peut être considéré comme du bonus, donc la renaturation ou la réutilisation de la ville sur elle-même, ce qu'on appelle le renouvellement urbain, et ce qui va être renaturé. Alors, ce petit schéma, c'était juste pour que vous ayez quelques éléments d'information. Il y a 4 types de grands leviers pour travailler sur le ZAN. Il y a à la fois la réhabilitation, je viens d'en parler, donc c'est les friches, mais tout type de friches, militaires, industrielles, commerciales, puisque vous avez pu remarquer les très grosses zones commerciales en extension à l'extérieur des métropoles et des villes ont tendance aujourd'hui, avec les modes de consommation qui évoluent, et notamment le e-commerce, à dépérir un peu. Donc ça aussi, demain, il va y avoir un vrai travail sur les zones commerciales. Les zones ferroviaires, on voit aussi que de nombreuses friches sont à réhabiliter, à recycler.
Vous avez ensuite, deuxième levier, la densification ou l'intensification urbaine. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire systématiquement mettre des mètres carrés de hauteur en plus, puisque ça aussi, c'est les messages qui sont donnés quand on s'étale moins, c'est parce qu'il faut monter. Ça dépend. On peut aussi avoir une polyvalence des usages. Hier, je ne sais plus qui parlait des utilisations des locaux. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des villes qui s'interrogent sur l'utilisation des écoles qui, à 5 heures, sont fermées. Bah, pourquoi pas utiliser les locaux pour des associations en fin d'après-midi, plutôt que de recréer des salles polyvalentes. Ça, c'est aussi un sujet. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément reconstruire de nouveau, c'est aussi changer nos usages, changer la mixité des fonctions de la ville. C'est aussi se réapproprier les logements vacants. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet sur nos territoires. C'est aussi renaturer. Donc, troisième levier, c'est la renaturation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le quatrième levier, c'est la préservation ou la protection. Notamment, dans les discours, hein, ça a bien été mis en avant pour faire face aux crises climatiques, aux difficultés et autres, mais pas que réagir aux crises, mais aussi anticiper pour éviter les crises. Donc ça aussi, les continuités écologiques, etc., ce sont des éléments importants. Donc ça, c'était Lausanne. Sur l'articulation des acteurs, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'effectivement, il y a une intervention sur le SRADET. Je voulais juste vous dire que dans la loi, il est dit... Alors, il y a une petite faute, ce n'est pas 125 000 hectares, c'est 12 500 hectares. Ça fait déjà un peu moins. Il y a un zéro de trop, excusez-moi. Je viens de le voir. Pour garder donc le cap des 12 500 hectares de surface maximum à consommer entre 2021 et 2031, ça, c'est ce que la loi préconise au niveau national français, hein, je ne suis pas dans les dom-toms, chaque région doit fixer le rythme de réduction de l'artificialisation dans son SRADET. SRADET, qui, je vous le rappelle, doit être approuvé en novembre 2024. Si vous prenez l'exemple du Grand Est, ce ne sera pas le cas, puisqu'ils n'ont même pas encore fourni l'ensemble des documents, donc on serait plutôt sur 2025 ou voire plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la loi nous dit? Bah, si le SRADET ne le fait pas, c'est le SCOT qui doit le faire. Il doit intégrer, donc le schéma de cohérence territoriale, doit intégrer la réduction par 2 des consommations foncières. Jusqu'à maintenant, on avait été habitué à nous donner des injonctions sans aucune sanction. Ce qui change avec la loi climat, c'est que là, on a une sanction. Laquelle? C'est que si on n'a pas intégré la division par 2 dans le SCOT, au plus tard le 22 février 2027, à savoir moins d'un an après les échéances municipales de 2026, ça veut dire que les territoires ne pourront plus ouvrir à l'urbanisation. Donc toute ouverture à l'urbanisation sera interdite. Donc là, pour le coup, il faut quand même y aller. Et dans l'hypothèse où Lausanne n'est pas intégré dans le PLU, ou le PLUI, ou le PLUI H, HD, HM, H, ce que vous voulez. Si ce n'est pas intégré dans le PLUI, le 22 février 2028, les maires ne pourront plus signer de permis de construire dans les zones à urbaniser. Ce sera interdit. Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a un tel émoi des élus, c'est que non seulement on leur donne un objectif, mais aujourd'hui, on leur a donné une sanction avec une date butoir. Alors, très honnêtement, je pense que les délais vont changer, puisqu'en France, de toute façon, on donne des délais pour les reculer, hein, à peu près. En urbain, en tout cas, c'est systématique. Mais ça n'empêche que même en donnant quelques mois ou années de plus, il faudra y aller. Voilà, la chose est faite. Donc là, vous avez, vous voyez, l'organisation, mais je laisserai mon collègue parler du SRADET plus précisément. Alors, quels sont les défis? Et pour finir sur les défis et les opportunités pour l'archéologie préventive, elles sont de, pour moi, 4 ordres, vu de ma lunette d'urbaniste, mais aussi de directrice d'un service archéo, puisque j'ai aussi cette double casquette. Sachant qu'à l'Urba, nous faisons à la fois de l'aménagement, de la planification, de l'instruction de permis. Donc on a vraiment toute la chaîne de production de la ville. On ne fait pas les travaux, c'est nos collègues des voiries, etc. Mais on a la chaîne de production, on va dire, amont de la ville, avec un peu de préopérationnel sur l'archéo.
Donc, il y a 4 éléments. Pour moi, il y a l'optimisation des projets d'aménagement. Il y a des prescriptions, et là, c'est le travail avec, effectivement, je rejoins ce qui a été dit par Nicolas Perrault, sur le travail avec les prescriptions. Il y a vos métiers, et puis il y a tout simplement les acteurs, et notamment les collectivités, mais les aménageurs aussi. Alors, rapidement, sur l'optimisation des projets d'aménagement, je vous en ai déjà parlé. Il faut aller vers le renouvellement urbain et la densification, mais la densification, il faut qu'elle soit acceptée par tous, et notamment par les populations. Puisque tout le monde est d'accord pour faire de l'écologie, mais personne ne veut avoir un immeuble devant chez lui. Donc il y a quand même aussi une réalité à prendre en compte. Et pour ce faire, on rationalise. Comment on rationalise? On réutilise des espaces, on les fait muter, on leur donne plusieurs usages, sans oublier qu'il y a une politique forte au niveau national de réindustrialisation de la France et d'énergie renouvelable. Ça aussi, ça impacte le sol. Et en contrepartie, de réduire un peu les extensions urbaines. Donc c'est la fin de l'avènement du périurbain, donc du pavillonnaire, des zones d'activité. Et d'ailleurs, il y a un moratoire sur les zones commerciales, les très grandes zones. Alors nous, sur le Grand Rémois, on l'avait déjà anticipé, puisque dans le SCOT de 2016, on avait justement interdit toute nouvelle zone. Les extensions n'étaient que possibles. Les nouvelles n'étaient pas possibles. Aucune nouvelle n'a été faite. En revanche, on est toujours sur cette idée de pouvoir étendre ce qui existe. Donc, quelque part, on fait quand même un peu de grignotage des espaces agricoles. Tout ça pour dire que ça va avoir forcément une incidence sur les prescriptions, que ce soit en volume ou en complexité, et ça va concerner aussi bien les métiers de l'archéo pour les ruralistes que pour les urbanistes. Je ne souhaiterais pas que les ruralistes repartent en se disant « c'est fini, j'aurai plus de travail parce qu'il y a le ZAN ». Ce n'est pas du tout cette idée-là. C'est juste que vous allez avoir un travail différent. Et à contrario, je ne souhaite pas non plus que les urbanistes se disent « super, je vais être débordé ». Oui, vous pouvez avoir beaucoup de travail, mais il va être beaucoup plus complexe à réaliser parce que faire de l'archéo en site pollué, je pense que c'est moins fun. Voilà, mais vous me direz dans vos questions ce que vous en pensez. Alors, sur les prescriptions, globalement, il faut rester pragmatique, hein. Les prescriptions, pourquoi je vous ai parlé de volume, de nature et de localisation? En termes de volume, effectivement, il y aura moins de prescriptions dans le périurbain puisqu'il y aura moins de lotissements en extension pavillonnaire. Il y aura moins de zones d'activité, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura toujours les infrastructures, les boulevards, les périphériques, les déviations, tout ça, ça existera. Il y aura toujours, normalement, et plus encore, d'industrialisation, puisque c'est bien de réindustrialiser la France, mais mettre les industries, si elles sont un peu polluantes, à côté des fenêtres des habitations, ça ne le fait pas, donc généralement on le met un peu à l'extérieur quand même. Et ça fait partie des dérogations du ZAN. Si c'est une industrie verte, ça ne comptabilise pas dans l'artificialisation. Et vous avez aussi ce qui se développe beaucoup, et j'en discutais hier avec un de vos collègues du Finistère, c'est les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, tout ce qui est énergie renouvelable. Ça aussi, ça impacte le sol. Donc ça, c'est des prescriptions. On vient de finir une prescription sur du photovoltaïque sur la commune de Cernay, à côté de Reims. On voit bien que ça, c'est aussi de nouvelles choses qui apparaissent dans le développement. Donc c'est peut-être la fin, ou en tout cas, il y aura moins de chantiers sur du pavillonnaire pur comme on a pu le connaître, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chantier du tout parce qu'il y a d'autres choses qui vont prendre le relais. En revanche, il faut être clair, il va y avoir une concurrence dans l'utilisation des sols. Donc je vous en parlerai tout à l'heure. Concurrence, ça veut dire rareté, ça veut dire cherté du prix du foncier. Donc il va y avoir aussi une incidence. Sur la nature et la localisation, je vous le disais tout à l'heure, plus de projets en réhabilitation, plus de projets en reconversion de sites, ça veut dire plus complexe. Donc ça veut dire mieux organiser les compétences. Ça veut dire aussi que nous, urbanistes, au sens urbanisme du territoire et projet urbain, il faut qu'on puisse vous inclure dans le process de réflexion de la ville et des villages de demain. Ce qui n'était pas forcément hyper le cas, c'est-à-dire que globalement, les aménageurs faisaient leur projet, puis une fois que le projet était fait, tiens, j'ai l'obligation de faire de l'archéo, je vais demander à la DRAC si je suis soumis ou pas. Zut, je suis soumis, je vais le faire.
Là, aujourd'hui, je pense que le travail va être d'avoir des équipes un peu plus élargies et de vous intégrer de manière un peu plus forte dans nos métiers, dans nos pratiques de la ville. Sur les métiers, alors il y a 4 grandes thématiques. Il y a tout d'abord la sensibilisation. Je pense que effectivement, bien sûr, vous avez une approche patrimoniale du territoire. Je pense que l'approche écologique et agronomique que nous, maintenant, sommes obligés aussi de prendre en compte, ce sera quelque chose sur lequel il faudra qu'on travaille avec vous sur ces aspects-là. Sur la réglementation, j'ai que 2 diapos, c'est fini. Sur la réglementation, il y a de nouvelles normes, notamment sur les SSP, donc les sites et sols pollués, qui nécessitera, je pense, aussi pour vous, puisque nous, on le voit, hein, c'est quand même très technique sur les niveaux de polluants et autres, des formations en continu et une mise à jour de vos pratiques professionnelles. En termes d'opportunités, on voit aussi que désormais, le fait de réinvestir la ville peut permettre aussi de découvrir des choses qui, comme c'était construit, on ne savait pas forcément ce qui avait été fait, puisque à une certaine époque, l'archéologie préventive n'était pas l'apanage des aménageurs. Et notamment, vous avez des remblais qui ont peut-être pu, parce que souvent, quand on fait des aménagements en remblai, ça a pu peut-être protéger des vestiges. Donc, il y a peut-être des choses, des opportunités, me semble-t-il. Et puis, les méthodes dont je vous parlais tout à l'heure. En termes de défis à relever, il y a un défi financier, puisque plus on va aller vers des sites contraints ou pollués, plus on va avoir besoin de pays, plus on va avoir besoin de bungalows pour se changer, plus le temps de travail effectif, sur le chantier sera réduit. Donc ça veut dire que ça va augmenter les temps de travail. Ça veut dire que financièrement, aux aménageurs, on va leur dire pour un diagnostic une fouille, ça va coûter plus cher. Donc vous imaginez bien que c'est tout de suite, on touche au nerf de la guerre. Sur l'organisation des chantiers, c'est pareil. On le voit, nous, on a eu quand même quelques chantiers pollués sur la Cernam, puisque, alors par contre, les friches ferroviaires, si vous voulez de la pollution, il y a de tout, hein, les métaux lourds, etc., c'est super. Donc, on a eu quand même quelques difficultés, ou sur certains chantiers que l'on pourrait faire actuellement, on n'a même pas les filtres des masques qui existent pour tous les polluants qu'il y a sur le sol. Bon, voilà. Donc tout ça, les protocoles sanitaires, l'adaptation, tout ça, ça va avoir des impacts. Et je pense que pour vous aussi, scientifiquement, les méthodes d'intervention vont être différentes, puisque vous ne pourrez pas intervenir quand vous avez un sol très contraint avec des piliers partout, des tranchées. Enfin, ça va être un petit peu différent aussi. Et donc, pour conclure, je vais tenter de conclure, hein, ce n'est pas une conclusion définitive. Je pense que j'ai essayé d'identifier à la fois les archéologues, praticiens, les collectivités, le SRA, la DRAC et les aménageurs. Pour les archéologues, bon, on en a parlé, hein, je pense qu'il faut vous positionner un peu plus, mais c'est aussi notre rôle en tant qu'aménageur, dans la transformation des territoires et de mieux participer à ces démarches. Donc ça vous inscrit aussi dans de nouveaux contextes archéologiques, me semble-t-il. Pour les collectivités, il y a le management du changement, parce que ça va changer vos pratiques, mais en même temps, ça change les pratiques de la collectivité. C'est pas, voilà. Donc une formation en continu, une sécurisation des conditions de travail, etc. Pour le SRA ou la DRAC, prescription ou déprescription. Parce qu'à un moment, quand les sites et sols pollués sont fortement impactés, j'avoue que moi, en tant que manager, je ne souhaite pas que mes équipes aillent. Je vous le dis, voilà, donc il y a certains cas, c'est le cas. Pour des raisons de santé, puisque j'ai aussi la responsabilité de la santé des agents et surtout ma collectivité a la responsabilité. La question, c'est faut-il tout prescrire, pas prescrire? Comment on peut travailler? Et effectivement, tout à l'heure, on disait il y a un travail de discussion pour arriver à définir ça. Je trouve aussi, alors pour être planificatrice à l'origine de mon parcours professionnel, donc en SCOT et en PLU, je pense aussi que dans les documents d'urbanisme, il y a assez peu d'interventions, où il y a eu pendant un certain temps, il y a de moins en moins de positionnement sur les questions archéologiques. Je prends un exemple, quand vous faites un document d'urbanisme, vous avez ce qu'on appelle un porté à connaissance de l'État. L'État vous donne à connaissance tout ce qui existe. Et généralement, on nous donne quelques éléments de cartographie lorsqu'elles existent, et encore souvent, elles ne sont pas forcément numérisées.
sachant que nous avons l'obligation maintenant d'être quand même tout numérique. Et en même temps, on reçoit cette info, on se dit, bon, c'est une contrainte comme le périmètre minier ou les cavités souterraines, et on n'en fait pas grand-chose en fait. Parce que dans nos métiers, on n'a pas non plus cette habitude de travailler avec les archéologues et à comprendre ce qu'on nous dit. Et enfin, pour les aménageurs, alors les sites contraints et pollués, pour beaucoup d'aménageurs, dans leur tête, c'est s'il est pollué, j'aurais pas d'archéo. Ce qui est faux. Donc ça aussi, je pense qu'il y a une petite musique à installer et à installer sur la négociation de la déprescription ou de la prescription avec contrainte. Et simplement, les aménageurs, donc vous le savez, aujourd'hui, il y a quand même une difficulté dans le monde de l'immobilier. Hein, il y a une vraie crise. Donc aujourd'hui, ils ne voient l'archéo pour certains que comme des coûts et des délais supplémentaires. Donc ça aussi, c'est un travail à avoir. Voilà, merci.